Bonjour Christelle. Bonjour Tom. 12 août, nous sommes, 2017. Nous sommes le 52e CITREP, ce qui veut dire en clair, nous sommes là depuis un an, grâce à toi, grâce à ton travail. Ça représente plus de 52 fois 45 minutes de CITREP. Donc ça commence à Plus le faire temps de beaucoup. travail de préparation. Voilà, c'est ça. Donc c'est merci vraiment, merci encore de ton travail, de ta régularité. Enfin, en fait, grâce à toi, on a une idée précise de ce qui se passe sur le front du Donbass. On n'est pas obligé de croire sur parole les grands médias mainstream qui nous racontent des salades sur ce qui se passe dans l'est de l'ex-Ukraine. Voilà, en fait, bref, c'est pour dire que merci encore une fois de ce que tu fais pour éclairer en fait la réflexion des francophones. Voilà. Ah, de rien, c'est avec plaisir en tout cas. Donc on va faire un peu le bilan de la semaine écoulée, qui est encore plus mauvais que le précédent, en tout cas sur le plan militaire, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 342 reprises, soit un peu moins que la semaine passée. Par contre, au cours de ces violations, l'armée ukrainienne a tiré 1692 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk. Donc je rappelle, obus d'artillerie, mortier, chars d'assaut, soit plus du double de la semaine dernière. Donc on est entre 2,2 et 2,3 fois quand même, hein. C'est énorme. Durant les dernières 24 heures, 53 nouvelles violations sont venues se rajouter, des tirs qui ont touché 33 localités de la République, là aussi en hausse par rapport à la semaine passée. Bien entendu, avec le nombre d'obus lourds qui augmente, le nombre de victimes aussi. Les tirs de cette semaine ont fait 6 morts, dont un civil, et 3 blessés, dont un civil en République populaire de Donetsk. Il faut y rajouter un mort parmi les civils tués par une mine installée par un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien près de Dokuchaevsk. Donc comme on voit, c'est quand même un bilan assez lourd, avec 3 fois plus de morts que la semaine passée. Et juste avant le CITREP, j'ai eu donc les chiffres des dernières 24 heures. On a eu un soldat mort et un soldat blessé de plus. Donc c'est vraiment mauvais, quoi. C'est vraiment une catastrophe de ce point de vue-là. Pareil au niveau des destructions, les bombardements ont endommagé ou détruit 21 habitations en République populaire de Donetsk, soit plus du triple de la semaine passée. On était à 6. Et avant-hier soir, alors donc je parlais de ces méthode ukrainienne qui consiste à tirer, et puis une fois qu'il y a un incendie et que les pompiers ou les gens se rassemblent pour éteindre l'incendie, de tirer à nouveau. On en a eu un très très bel exemple avant-hier soir, hein. Donc l'armée ukrainienne a bombardé le district de Petrovski, plus exactement le village de Trudovski, qui est souvent ciblé par l'armée ukrainienne. Ils ont donc mis le feu à deux maisons, et alors que les pompiers étaient arrivés pour éteindre l'incendie, l'armée ukrainienne a délibérément tiré sur les pompiers. C'est sympa. Donc résultat, 2 maisons et plusieurs bâtiments ont été endommagés par les obus. Ils ont tiré entre guillemets à l'arme légère, mais enfin ce qu'on appelle ici arme légère, ça inclut aussi les mitrailleuses lourdes. Donc, ils ont tiré entre autres à la mitrailleuse lourde sur les camions de pompiers. C'est assez voisin des méthodes terroristes en Syrie, hein. Oui. Bon, les méthodes terroristes en Syrie, c'est carrément des voitures piégées qui font des gros dégâts, mais enfin bon, une mitrailleuse, Douchka, par exemple, c'est quand même pas du petit calibre. Hein, donc, non, c'est pas du petit calibre, donc bon, malgré les tirs dont ils ont été les cibles, les pompiers ont fait leur travail et n'ont eu heureusement à déplorer aucune victime. Pour par contre, 2 de leurs camions ont été sérieusement endommagés par les projectiles reçus. Hein, voilà, ouais. Donc, genre de petite méthode de la part de l'armée ukrainienne qui en dit long sur les soi-disant valeurs que ces soldats défendent. Et en plus, ça se passe parce que c'est là que c'est intéressant et c'est pour ça que c'est fondamental que tu nous donnes ces informations-là sous forme de CITREP,
parce qu'on arrive en ce moment, ces dernières semaines, en particulier ces 10 derniers jours, à une escalade assez dangereuse de la situation en Corée du Nord, avec voilà, la surenchère des déclarations entre Trump et le dirigeant nord-coréen. Ce qui peut se comprendre si on connaît l'histoire de la guerre de Corée entre 50 et 53, hein, avec les atrocités commises par l'armée américaine. Et donc, on peut craindre que l'Ukraine, hein, le Kiev, décide de profiter de cette focalisation des médias sur cette histoire entre la Corée du Nord et les USA pour déchaîner aussi les histoires de sanctions contre sanctions, réponses aux contre-sanctions entre les États-Unis et la Russie, puisque semble-t-il les États-Unis n'ont pas l'air de vouloir laisser passer le fait que 755 de leurs diplomates sont... diplomates, c'est pour être... diplomates, voilà, entre guillemets, sont jetés dehors de la Russie, donc il semble que certains officiels américains se sont fendus de déclarations en disant qu'il y aura une réponse... ça va être la réponse à la réponse à la réponse à la réponse à la réponse. Bon, ça aussi, ça sent quand même bien l'escalade. C'est quand même pas top. Donc, l'Ukraine, dans ce cadre, pourrait, puis surtout, bon, je vais en parler après, la situation en Ukraine, c'est entre guillemets, ironiquement, de mieux en mieux, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, pour poursuivre sur l'aspect militaire, les localités les plus touchées, comme la semaine dernière, ont été les districts de Petrovski et Kirovski à Donetsk, ainsi que Dokuchaevsk. Concernant les armes lourdes, leur présence ou leur absence dans les zones de stockage, l'OSCE a enregistré cette semaine l'absence de 45 armes lourdes dans les entrepôts ukrainiens face à la République populaire de Donetsk, soit près du double de la semaine passée, dont 4 lance-roquettes multiples BM21 Grad, 5 obusiers MSTA-B de 152 mm, 20 obusiers tractés Jetsin B de 152 mm, 12 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 4 chars T-72, et sur les 19 entrepôts qui ont été visités, dans 4 d'entre eux, il n'y a plus rien, quoi. D'accord. Voilà, tout l'armement qui était à dégager en même temps, donc... dis donc, il se prépare à une moisson spéciale. Hein. Ouais, comme tu dis, ouais. D'ailleurs, en parlant d'armes, alors qu'officiellement, je le rappelle, les États-Unis ne livrent pas soi-disant d'armes létales à l'Ukraine. Hein. Oui. Une fuite de documents qui a été révélée par Southfront, nos collègues de Southfront, a révélé qu'en réalité, en violation des lois américaines, hein, qui normalement interdisent de vendre à l'Ukraine des armes létales, cette dernière a passé un contrat avec la société Airtronic USA pour recevoir 100 lanceurs PSRL-1, donc des lance-roquettes, pour un total de un peu plus de 554 000 $. Oui, ça fait une petite somme sympa, hein, comme on dit. Ouais, quand on voit tout ce qu'on pourrait faire en Ukraine avec ça, bref. Ce contrat a été signé le 11 novembre 2016, c'est important, donc par l'administration Obama sortante, hein, 3 jours après l'élection de Donald Trump. Bon, moi je pense que Obama a tenu à saboter les chances de... La prise de fonction de Trump. Ouais, de Trump, hein, il lui a bien savonné la planche. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et d'après les informations dont on dispose, ces lance-roquettes auraient été livrées à la garde nationale, y compris au régiment Azov. Là encore, en violation totale des interdictions votées jusqu'ici, même par le Congrès américain, hein, qui avait voté le fait d'interdire de fournir des armes ou d'entraîner officiellement les bataillons ukrainiens néo-nazis. Autant livrer, je dirais, des hectolitres de vin et de bière à des alcooliques qui sont loin d'être en état de sevrage, hein, comme on dit. C'est ça. Pendant ce temps-là, en Ukraine, Poroshenko a lancé le 7 août une campagne de mobilisation à destination des jeunes hommes ukrainiens en bonne santé de 20 à 27 ans afin de les enrôler de force dans la garde nationale au nom du service militaire obligatoire, parce que je rappelle qu'en Ukraine, le service militaire est toujours obligatoire. Faut se rappeler que c'est bien la garde nationale et les bataillons néo-nazis qui ont été les plus actifs dans les tout débuts de la guerre du Donbass, hein, quand l'armée régulière refusait de tirer sur des civils. Hein, donc ça montre bien que Poroshenko compte bien relancer les hostilités dans le Donbass sous peu, comme l'avait annoncé d'ailleurs Alexandre Zakharchenko récemment. Une annonce qui est confirmée par les récents redéploiements d'armes lourdes près de la ligne de front par l'armée ukrainienne, qui n'hésite pas à installer ses pièces d'artillerie lourde en pleine zone résidentielle comme à Avdiivka, entre autres. Ah bah dis donc, crime de guerre, hein, donc comme d'hab. Hein.
L'armée ukrainienne qui n'hésite pas non plus à détruire les caméras de l'OSCE qui l'empêchent de tirer en toute impunité sur la station d'épuration de Donetsk. Donc la caméra qui avait été installée, dont on avait parlé la semaine dernière, oui. Ils étaient en train d'installer une caméra à la DFS. Au moment où à peine un jour après qu'elle ait fini d'être installée, elle a été tellement prise pour cible par l'armée ukrainienne qu'elle est inutilisable. D'accord. Résultat, les observateurs de l'OSCE ont dû venir la retirer car elle ne fonctionnait plus. Donc l'armée ukrainienne n'a pas hésité non plus à tirer sur les positions de l'armée de l'RPD près de Yassinovataya, en pleine visite d'Alexander Hoog, de l'autre côté, à Avdiivka. Oui, c'est dire, on s'en fout, on y va. Ce qui veut dire que l'OSCE est vraiment là pour faire potiche. Donc, voilà, pour le décor, c'est à peu près ça, pour faire tapisserie. Les officiers du Centre conjoint et de contrôle de coordination du cessez-le-feu, le CCCC, ne sont pas plus à l'abri, malgré leur mandat, que les caméras de l'OSCE, puisque l'autre soir à 22h30, l'armée ukrainienne a tiré à coups de char d'assaut et de mortier de 120 mm sur le village de Biezimenoye, donc dans le sud de la République populaire de Donetsk. Et ils n'ont pas hésité à tirer sur la zone où se trouve le poste d'observation du CCCC. Je rappelle que ces postes d'observation, les coordonnées sont communiquées de chaque côté pour être sûr que justement, ils ne soient pas pris pour cible. Provocation, rien n'est... Là, c'est même pas... Il n'y a pas d'ambiguïté, là. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Les officiers du CCCC se sont réfugiés dans un abri anti-bombardement. Mais enfin, bon... On passe pas sa vie dans un abri anti-bombardement. Donc, quand son boulot, c'est de constater ce qui se passe à l'extérieur, quand même. À l'extérieur, voilà. Et puis, au rayon... bazar dans l'armée ukrainienne, etc., enfin, évolution récente. Les affrontements entre bataillons néo-nazis ukrainiens et armée régulière continuent à augmenter. Après que la 59e brigade des forces armées ukrainiennes ait bombardé les positions de secteur droit près de Pichevik à coups de lance-roquettes multiples grades. Bien sûr, les néo-nazis n'ont pas beaucoup aimé. C'est un euphémisme. Donc ils ont décidé de se venger, donc ils sont descendus avec des bus, des véhicules blindés, des camions vers la zone de responsabilité de la 59e brigade pour en découdre. Le commandement ukrainien se démonte même pas devant des gabegies pareils. Moi, ça me fait halluciner quand même. Donc ils ont mis les unités locales en alerte et espèrent bien faire passer les éventuelles pertes de ces affrontements sur de soi-disant tirs ou attaques de la République populaire de Donetsk. Il n'y a pas de petit profit, même quand votre armée part à volo et que les différents bataillons se tirent dans les pattes. C'est cynique à un point, c'est... Et là, d'après les dernières informations venant des services de renseignement de la RPD, qui sont tombées aujourd'hui, donc il semble qu'il y a eu là des reconnaissances par drone près de Gorlovka. Donc l'armée ukrainienne a envoyé des drones pour faire des reconnaissances près de la ville, et des unités de l'armée ukrainienne qui sont installées donc en face ont reçu des munitions et du carburant. Donc là, il y a une crainte que ça risque de dégénérer sur cette partie-là du front assez rapidement. D'accord. Donc surveiller, situation à surveiller de très très près. C'est sachant que près de Gorlovka, enfin dans le nord de Gorlovka, entre autres le village de Zaïtsevo où je vais assez souvent, les lignes ennemies sont très très proches les unes des autres. La dernière visite à Zaïtsevo, les Ukrainiens avaient rapproché leur première ligne de défense. Ils avaient construit de nouveaux... Dans la zone grise alors. Dans la zone grise, ils ont construit de nouveaux, les Russes appellent ça des blindages, donc c'est-à-dire des abris. Des blocs-postes. Dans les tranchées. Donc ça se voit, parce que voilà, t'es obligé de mettre des trucs, des sacs de terre, des machins, donc c'est des machins qui se voient beaucoup plus facilement que la tranchée elle-même. Donc ils en ont installé les nouveaux qui sont à peine maintenant à 160 mètres. Ah oui, d'accord. Des lignes de l'armée de la République populaire de Donetsk. Ils étaient auparavant à 300 mètres. Donc là, ça devient dangereux. Le rapprochement, c'est quand même très mauvais signe. Rapprochement, munitions, reconnaissance par drone, carburant, c'est... C'est un des points du front qui a été le plus bombardé, le plus attaqué. Tous les jours. Il n'y a pas eu un jour depuis le début de la guerre où Zaïtsevo depuis que Zaïtsevo se retrouve avec la ligne de front au milieu, il n'y a pas eu un jour depuis la signature des accords de Minsk où Zaïtsevo n'a pas eu des tirs. Pas un.
C'est toujours la même volonté, c'est-à-dire d'abord de séparer les deux républiques pour affaiblir leur puissance militaire, et puis éventuellement une attaque au sud de Donetsk pour séparer, je dirais, Donetsk de la frontière russe. Hein. Toujours... Ils ont déjà fait ça, ils se sont pris une raclée, hein, que ce soit à des balles masochistes en Ukraine. Voilà. Mais bon, tout ça indique clairement, si on regarde toute la partie, on va dire, politique, que l'Ukraine s'assoit de plus en plus sur ses obligations liées à la signature des accords de Minsk, hein, dont l'implémentation, la mise en œuvre ne progresse absolument pas. Donc on voit bien que l'Ukraine cherche la guerre. De son côté, la République populaire de Donetsk continue de promouvoir le projet d'une solution pacifique au conflit. Les discussions se poursuivent autour du projet de nouvel État devant remplacer l'Ukraine. Alexandre Zakharchenko a reçu de nombreux commentaires à ce sujet. Si l'idée de refondre l'État ukrainien emporte un très large soutien, bon, il semble que le nom de Malorussie ça plaît pas par contre. Ça n'a du goût de fou, bon. Mais bon, en soi, c'est pas un problème, hein, parce que comme l'avait indiqué Zakharchenko dès le début du projet, le but c'est d'amener à une grande discussion, de débattre des idées de chacun pour construire un projet commun qui emportera l'adhésion d'un maximum de gens. Donc, puisque la majorité ne veut pas ce nom-là, un autre sera trouvé en concertation avec la population. C'est le principe même de la démocratie et des valeurs que le chef de la RPD défend et veut voir au cœur de ce nouvel État. L'important, c'est pas le nom, l'important, c'est sur quelle base ce nouvel État sera construit. Voilà. Si on regarde la situation économique, on avait parlé déjà fin 2016 de l'annonce de Zakharchenko du lancement de la chaîne de production d'autobus de la RPD afin de satisfaire la demande interne, puisqu'il y a quand même beaucoup de transports en commun en République populaire de Donetsk comme dans beaucoup d'ex-pays soviétiques. Donc la ligne de production qui a été lancée cet été vient de finir ses 2 premiers exemplaires du bus qui a été surnommé Donbass. Qui ont été présentés à la presse le 11 août par le chef de l'État. Zakharchenko a même tenu à tester l'un des bus en tant que chauffeur. Il est prévu de produire 100 bus d'ici la fin de l'année et les 10 premiers iront justement à la ville de Gorlovka, qui en a vraiment besoin. C'est vrai que les bus de la ville, là, ils sont dans un état, c'est catastrophique, bien pire que les bus qui sont à Donetsk, qui sont quand même en meilleur état grâce à la Coupe du Monde de 2012 de foot là, qui avait eu lieu là-bas. Donc c'est vrai qu'ils ont on a quand même à Donetsk des bus encore qui sont relativement, pour certains, modernes. Gorlovka, c'est vraiment beaucoup plus catastrophique. Bon, de toute façon, Donetsk n'est pas perdant, puisque l'usine qui les produit, elle est à Donetsk. Donc ça va permettre de créer des nouveaux emplois et donc aussi d'apporter des sous pour les budgets de l'État, mais aussi de l'administration communale. Voilà. Donc d'après le ministère de l'Industrie et du Commerce de la RPD, les besoins pour ce type de bus urbain et périurbain d'environ 60 places seraient d'à peu près 900 unités pour la République populaire de Donetsk, sachant qu'on va pouvoir aussi en produire pour les fournir à Lugansk. Donc à mon avis, ça va permettre quasiment de doubler la quantité qui pourrait être achetée. Je rappelle qu'il est aussi prévu qu'une chaîne de production de tracteurs et de machines agricoles soit mise en place dans la foulée, là aussi pour couvrir les besoins internes. Donc on voit que la RPD continue de progresser sur la voie de l'autonomie. On aura peut-être un jour des voitures de Donbass sortir de cette usine, qui sait, je m'attends à tout. Mais en tout cas, c'est une belle preuve que la RPD est un État à part entière, développé sur les plans technologiques et industriels et qui possède de bons ingénieurs, ainsi que les connaissances et machines industrielles nécessaires pour produire ce dont elle a besoin. Si on regarde l'évolution de la situation en Ukraine, alors l'Ukraine par contre elle montre surtout le chemin à ne surtout pas suivre, entre autres sur le plan de la liberté de la presse, puisque le syndicat des journalistes ukrainiens a indiqué que rien que durant la première moitié de l'année, 40 cas de violence physique contre les journalistes pendant l'exercice de leur travail ont été enregistrés. Donc c'est-à-dire 40 fois où des journalistes se sont plaints de s'être fait taper dessus, quand même. Voilà. Et ce, y compris et fréquemment dans des zones qui n'ont rien à voir avec le conflit en cours dans le Donbass, c'est-à-dire dans des zones de l'Ukraine qui sont censées être en paix. On va dire ça comme ça. Voilà. Les bonnes habitudes des néo-nazis, déjà. Voilà. Les agresseurs restant bien entendu impunis. Oh, comme c'est bizarre. Ça encourage à de nouvelles agressions contre les journalistes. Je rappelle que plusieurs journalistes ou personnes travaillant pour des médias sont morts en Ukraine depuis le Maïdan. Entre autres, le
la liste que je donne n'est pas exhaustive. Andrei Stenin, Anatoly Klian, Igor Korneliuk, Anton Voloshin, qui sont tous russes, mais aussi Andrea Rocelli, qui était un journaliste italien. Ils sont tous morts en 2014 dans le Donbass du fait des tirs délibérés de l'armée ukrainienne sur l'endroit où ils se trouvaient, et ce alors que souvent l'armée ukrainienne savait qu'il s'agissait de journalistes. Donc ça va se payer forcément. De guerre, ça. Hein. Ouais. Oles Bouzina, mort le 18 avril 2015 en bas de chez lui à Kiev après avoir vu ses informations personnelles être publiées sur le fameux site Mirodvorets. Oui, où tu te trouves toi-même. Hein. Voilà, ainsi que Graham Phillips, Patrick Lancaster, la plupart des journalistes qui travaillent ici, de toute façon on y est quasiment tous. Plus récemment, Pavel Tcheremet, qui a été tué à Kiev le 20 juillet 2016 dans l'explosion de sa voiture. Donc, bon, comme on voit, l'ambiance en Ukraine pour les journalistes, c'est quand même dangereux. Et bon, il y en a qui commencent à payer. L'un des meurtriers d'Andrea Rocelli, entre autres le journaliste italien, l'un de ses meurtriers a été arrêté en Italie. Donc c'est un homme d'origine italienne qui était engagé dans le régiment Azov, si je dis pas de bêtises. Il a été arrêté à son retour. Donc lui, il risque gros là. Il risque gros. Il y a quand même un témoin, ça va un journaliste français qui lui a été grièvement blessé pendant ce bombardement. Donc j'espère que au moins celui-là paiera, tout comme je rappelle Miss Savchenko, qui avait été condamnée en Russie pour avoir aidé à corriger les tirs de mortier du bataillon Haïdar auquel elle appartenait, des tirs de mortier qui ont tué entre autres 2 journalistes russes de la liste que j'ai donnée. Alors si je parle de Savchenko, c'est pas pour rien, puisque cette semaine, c'est elle qui nous offre notre Pendant ce temps-là à Kiev. Alors, je sais pas ce qu'ils consomment tous à Kiev, mais je veux l'adresse de leur dealer. Parce que c'est de la bonne. Non, c'est de la très bonne. Là, elle a une concurrence pour Poroshenko. Là, elle a fait fort, là. C'est stratosphérique, ouais. Non, parce que là, la Miss Savchenko, elle a appelé carrément à protéger l'Ukraine avec des vaisseaux spatiaux. Là, il faut appeler Kirk et le capitaine Spock. Ou Star Wars, l'ancienne République, l'empereur, et puis tout. Voilà, bien sûr. Donc, pour expliquer un petit peu dans quel contexte elle nous a sorti ça, donc cette charmante députée de la Rada, parce que je rappelle quand même qu'elle est députée, c'est pas la folle échappée de l'asile qu'on a mis sur un plateau télé pour rigoler, ou pour faire un dîner de cons. Elle est quand même députée à la Rada, cette femme, je tiens quand même à le rappeler. Donc en fait, elle a passé une très longue interview à la télé. J'ai regardé la vidéo pour vérifier qu'elle disait bien ce truc-là, parce que ça me semblait tellement énorme que j'y ai pas cru. Franchement, c'est vrai que c'était une blague, mais non. Donc elle a répondu pendant près d'une grosse trentaine de minutes à plein de questions de gens qui appelaient en direct sur le plateau télé. Et donc quelqu'un lui a posé une question sur le fameux projet de construction d'un mur à la frontière avec la Russie pour empêcher la soi-disant invasion russe. Donc elle a donné son opinion sur le mur en question, parce que il y a déjà des portions qui sont soi-disant finies. Donc elle a dit, je cite, « Ça me rappelle une grille qu'on peut acheter au magasin pour faire le barbecue et préparer du poulet. » Oui, bien sûr. C'est vrai, franchement, tu vois le mur en question. Oui, c'est net. Ça fait rire les chars. C'est de la grille à barbecue. Là-dessus, elle a totalement raison. Mais alors après, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Donc je poursuis la citation. Entrons dans le monde de nouvelles technologies, inventons de nouveaux murs, par exemple un mur de champ électrique. Il sera plus facile de l'installer et il fonctionnera plus longtemps. Souvenons-nous de Tesla, du fait que la Terre est un conducteur électrique, qu'il est possible de mettre 2 pylônes à 1 mètre du sol et d'y faire passer l'électricité. Adoptons de tels murs, battons-nous avec des fusées et des vaisseaux spatiaux. C'est-à-dire qu'elle commence bien, on se dit, elle a des... Ça va. Et puis à la fin, ces petites pilules roses font plus effet et là, elle part en délire. Et elle t'a sorti ça très sérieusement. Je te jure, j'ai regardé la vidéo, elle te sort ça avec le plus grand sérieux. Elle rigole pas du tout. C'est une cata. Non, mais là, quand je dis qu'autour de la Rada et puis du palais présidentiel en Ukraine, il faudrait mettre des barbelés et puis mettre un panneau asile de fous. Oui, c'est ça. Je crois que ça urge là quand même. Et puis, mais vaisseaux spatiaux.
Hôpital à ciel ouvert, hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ouais, ça c'est clair. Bah, remarque, ça colle avec les accusations selon lesquelles en République populaire de Donetsk, tu sais qu'on avait des armes inconnues qui nous auraient été fournies par les extraterrestres. Oui, bah oui. Zakharchenko avait ironisé là-dessus. Bon de là, bien sûr, voyons. En tout cas, donc, si tu peux me permettre de faire une petite aparté sur l'histoire de la ligne de démarcation, hein, avec les grilles, pour faire des grillades de poulet ou je ne sais pas quoi, hein, après Madame Savchenko, pardon, c'est que apparemment la ligne de chemin de fer russe ça y est, c'est terminé. Ils ont terminé le contournement. Donc il faut savoir que tu avais une ligne pour ceux qui ne savent pas, il y a une ligne de chemin de fer russe qui passait par un saillant ukrainien. Oui. Parce qu'à un endroit de la frontière, ça faisait vraiment un saillant comme ça, et donc plutôt que de contourner, la ligne ferroviaire faite à l'époque de l'URSS, traversait comme ça avant de repasser de l'autre côté de la frontière. Bon, bien entendu, depuis 2014 et toutes les tensions qu'il y a, ça posait de gros problèmes. Donc c'est l'armée russe qui a, si j'ai bien compris, pris en charge la construction de ce contournement. Et donc maintenant, ça y est, elle est terminée. Elle sera opérationnelle, pleinement opérationnelle très bientôt, là, je crois à la fin du mois, début du mois de septembre, vraiment pas longtemps. Mais ils ont fait circuler là les premiers trains de tests sur ce contournement et ils marchent. Donc je pense le temps de finir les derniers tests, les derniers fignolages, et puis ensuite ils vont officiellement contourner l'Ukraine qui continue ses petits caca nerveux avec voilà, et ça c'est très intéressant quand même, parce que ça représente beaucoup de travail, surtout beaucoup d'argent, et c'est une preuve indubitable, en tout cas, que si les Russes avaient l'intention d'envahir l'Ukraine, ils ne se seraient pas donné la peine de faire un contournement. Ouais, non, mais ça c'est clair, surtout parce que ça coûte, et là c'est un contournement qui fait une bonne distance quand même, hein. Je crois que ça fait faire un truc genre 100 ou 120 km, un truc comme ça, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est vraiment un saillant ukrainien au sein de la Russie, donc ils sont obligés vraiment de faire une très très longue distance comparé au fait de traverser comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un énorme travail d'ingénierie et les Russes ont réussi et donc voilà, hein, on contourne pas un territoire qu'on est censé envahir. Envahir, non, pas vraiment. Non, mais c'est un chantier qui avait été lancé dès qu'il y a eu les premiers problèmes en 2014 après le Maïdan. C'est un chantier qui a pris du temps, hein, parce que bon, construire ex nihilo 122 km, je crois, de chemin de fer, ça se fait pas comme ça, quoi. C'est une fortune, hein, de toute façon, c'est beaucoup d'argent. Et puis c'est beaucoup de travail, donc voilà, bravo la Russie. Et puis voilà, l'Ukraine qui continue de s'exciter avec le pont au-dessus du détroit de Kerch. Ils n'arrêtent pas, de toute façon, c'est du grand n'importe quoi. Ils sont en train de continuer de se couler. Je pense aussi qu'ils vont pas tarder à relancer une offensive, parce que quand tu vois la situation actuelle en Ukraine sur les plans économiques, politiques, ça devient un tel bazar que... Quand on a des députés qui en viennent à parler de défendre le pays à coups de vaisseaux spatiaux, on va la mettre en relation avec l'empereur et les sites, les seigneurs sites, hein, ils viendront avec leurs sabres laser, garder la frontière, n'est-ce pas? Tout à fait. Surtout appeler les petits messieurs avec des blouses blanches et puis les petites capsules roses et puis des gens qui vont amener une jolie chemise pour la gentille madame, avec des manches très très longues. Puis des chambres capitonnées aussi, hein, voilà. Pour pas qu'elle se fasse mal toute seule. Voilà, c'est ça. Non mais bon, là ça devient grave. Là quand même, quand elle a sorti ça, je dis non, c'est trop gros là quand même. Et j'ai été vérifié, j'ai cherché en ligne en russe pour trouver ce truc, je l'ai trouvé. Non mais c'est pas épiciel. On va d'étonnement en étonnement quand même, hein. Mais ça devient tellement gros. C'est de la communication interne, alors quand même. Du travail derrière pour préparer les sites web. Quand je vois des trucs aussi énormes, il faut quand même que les gens se rendent compte que je vérifie ce que je vais sortir quand même. Donc quand c'est des trucs aussi énormes, ça me demande quand même un travail supplémentaire d'aller chercher la source en russe ou en ukrainien pour aller vérifier que c'est pas un fake, parce que c'est tellement gros que, plus savoir, j'arrive pas à croire qu'on peut sortir des trucs comme ça.
En fait, c'est tellement énorme que même moi, qui commence quand même à avoir un petit peu d'habitude, même moi, il y a des moments où je me dis c'est pas possible. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est... Que ce soit elle ou Poroshenko. À chaque fois, je me retrouve à aller vérifier soit le site du président ou son mur Facebook, parce qu'il poste beaucoup de trucs sur son mur Facebook. La Nadia Savchenko, quand c'est des trucs comme ça sur l'émission de télé, je me retrouve à aller chercher l'émission de télé, la vidéo en ligne sur YouTube que j'ai. On mettra le lien. Les gens pourront vérifier. C'est vraiment ça. Ça doit être pour la consommation interne. Enfin, ça reste hallucinant. Non mais franchement, quelqu'un de sortir un truc comme ça sur une télé française. Oui, il serait la risée de Twitter. Ouais, non mais c'est ça quoi. Non mais sérieusement, je pense que tout le monde se foutrait de sa gueule. Là, c'est quand même grave. On me laisse déblatérer des trucs comme ça à la télé, entre ça et puis ceux qui parlent d'exterminer tout le monde dans le Donbass ou des déportés ou des... Ouais. Bon, on reste dans les idées complètement délirantes, mais pas dans le même genre, c'est pas le même genre de délire. Mais bon, là, c'est du lourd. Hein. Là, c'est du cas psychiatrique. Hein. T'as vérifié que si c'était pas une émission comique Non, j'ai pas regardé, mais non, ça avait l'air d'être un truc où t'as les gens qui peuvent appeler en direct pour poser des questions. C'est pas un sketch. Hein. Ah non, c'est pas un sketch. Hein. Non, ça a duré une bonne demi-heure où elle a répondu très sérieusement à plein de questions sur la guerre, l'état du pays, et puis alors il y a eu cette question à peu près à la moitié, un peu moins de 13-14 minutes du truc, où elle te sort ce machin-là, et elle est tout à fait sérieuse. Elle est tout à fait sérieuse. D'ailleurs, elle est, on va dire, un peu plus... On va dire classe que d'habitude. Hein. Elle était bien coiffée, bien habillée. Donc non, ça avait l'air tout à fait sérieux. Elle sera moins bien coiffée quand on lui remettra la camisole et... Je pense que... Là, ça devient grave. Donc, quand je vois l'état de l'Ukraine, je pense qu'ils sont bien partis pour une relance des hostilités, là, parce qu'avec des fous furieux comme ça à la tête de l'État, je vois pas comment ça va pouvoir aller bien. Donc, à surveiller cette situation près de Gorlovka, si jamais ça pète, de toute façon, on fera un site-rep exceptionnel s'il y a besoin. Ouais. La crainte, c'est qu'ils profitent de l'étalage médiatique de la situation entre la Corée du Nord et les USA pour lancer une... voilà, c'est la crainte. Hein. Ça va pas arranger les choses. Hein. Déjà, c'est très tendu. Non seulement la couverture médiatique, et puis je te dis, là, au niveau de l'état même du pays, ça devient très très grave. Ils ont besoin de distraire la population. Ils ont besoin de distraire la population ukrainienne. Donc je pense que ce sera la solution inévitable. Mais en fait, elle a voulu faire rire alors. Je sais pas. Non. Si c'est ça, il faut qu'elle retourne prendre des cours à l'école du cirque, hein, parce que. Ouais. Enfin, Non mais c'est tellement énorme que non mais franchement je te dis, moi j'ai vérifié l'info parce que ça me semblait tellement gros que je me suis dit c'est pas vrai, c'est un fake. Non. Bon, et on va... Donc information sur la situation à Gorlovka à suivre de près, et de toute façon on tiendra les gens au courant s'il y a besoin, il y aura un site rep exceptionnel. Sinon je l'espère seulement à la semaine prochaine pour notre 53e site rep. D'accord, merci bien Christelle, ça sera avec plaisir qu'on se retrouvera la semaine prochaine, parce que c'est indispensable d'avoir des vraies infos, des infos sourcées pour comprendre ce qui se passe là-bas. Et en tout cas, encore une fois, merci pour ton travail, merci pour ta disponibilité. C'est absolument indispensable pour que nous sachions ce qui se passe vraiment là-bas. De rien. Merci Christelle, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.